cette dernière table ronde, nous allons prendre des nouvelles de nos enfants. Dépression, idées noires, troubles suicidaires, suicides. La santé mentale des jeunes ne cesse de se dégrader depuis la crise sanitaire. Alors si le Covid a presque disparu de nos vies, les jeunes ont du mal à retrouver leur insouciance. Donc nous avons le plaisir d'accueillir pour en parler le professeur Catherine Massoubre, responsable du pôle de psychiatrie du CHU de Saint-Étienne, Saïda Gaoua, qui est responsable prévention et promotion de la santé à l'ARS, et Frédéric Font, qui est médiateur, écoute-médiation et formateur en premier secours en santé mentale. Alors ce mal-être, Madame Massoubre, se traduit-il aux urgences psychiatriques par une hausse du nombre de passages? Bonjour à tous. Oui, donc comme vous m'aviez demandé des chiffres, je suis venue avec quelques chiffres. Donc j'ai regardé donc sur notre service d'urgence psychiatrique où on reçoit des jeunes, peut-être pour le public expliquer quand même que pour l'instant, à partir de 15 ans, les jeunes arrivent sur le service d'urgence que vous connaissez, et moins de 15 ans, ils arrivent aux urgences pédiatriques. Donc j'ai regardé déjà sur les tentatives de suicide entre 2019 et maintenant, et en fait, on a une augmentation de à peu près 60% entre... ce qui est énorme. Voilà, c'est énorme. Alors ça, ce sont les tentatives de suicide. Je n'arrivais pas à trouver ceux qui viennent pour idées suicidaires seulement. On n'est pas suffisamment organisé probablement. Et autrement, on sait aussi que sur nos consultations de pédopsychiatrie, on a aussi une augmentation des demandes depuis la crise sanitaire, en fait. Alors, vous avez peut-être quelques chiffres, d'autres chiffres? Donc une forte prévalence donc, des problèmes de santé mentale chez les 10-19 ans. Donc ça, c'est général. C'est un jeune sur 7 à peu près qui souffre de problèmes de santé mentale, dont la majorité ne bénéficie pas d'un suivi spécialisé. Et en l'absence de soins, donc il y a des conséquences, bien sûr, sur la santé mentale, avec des conséquences qui, bien sûr, peuvent perdurer jusqu'à l'âge adulte. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on a une diminution de 34% des pédopsychiatres entre 2020 et 2022. On a une population donc, de pédopsychiatres qui vieillit et on n'a pas probablement suffisamment pour l'instant formé de personnes. Et pourtant, on en forme, mais il faut continuer en tous les cas. Donc, augmentation du nombre de passages aux urgences pour crise suicidaire, depuis la crise sanitaire principalement. Moi, j'interviens, je suis à la fois sur les urgences et sur les troubles du comportement alimentaire. On a vu la même chose sur les troubles du comportement alimentaire. Et dire que le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans en France. La première cause de mortalité, ce sont les accidents de la voie publique, les accidents de la route. Mais le suicide vient en deuxième position. Voilà. Et qu'est-ce qui pèse, selon vous, sur leur état psychologique? Est-ce un contexte social, environnemental, scolaire, économique? Un peu tout ça. Nous, ce qu'on voit beaucoup dans les consultations, c'est des histoires de harcèlement. À l'école? Alors, c'est pas que... Ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, en dehors de l'école. Donc cyberharcèlement, mais aussi en milieu scolaire, avec des jeunes qui ont aussi souvent du mal, parce que c'est cette tranche d'âge aussi qui a du mal à demander des soins. Quand on a 15 ans, on n'a pas spécialement envie d'aller voir un médecin parce qu'on a une santé mentale qui est défaillante. Et donc, il y a plusieurs raisons. Après, il peut y avoir aussi au niveau de la famille des parents en difficulté avec leurs ados. Alors, on peut être en difficulté quand on est parent pour plein de raisons, parce qu'on perd son travail, parce qu'il y a des problèmes de maladies psychiatriques, en particulier la dépression chez les parents. Des parents déprimés, ils ont du mal à s'occuper de leurs ados, parce que les ados, en face, il faut tenir.
Et je vois que ça parle à certains dans la salle, hein, mais mais voilà, quand on est un peu en difficulté soi-même, ben, on a du mal avec ses ados. Et puis après, il y a toutes les histoires d'addiction. Mais après, les addictions, ça vient aussi souvent parce qu'on a un mal-être et que ben voilà, on commence et puis après, on ne sait plus s'arrêter. Ouais. Alors, comment accompagnez-vous ces jeunes au sein du CHU? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, au CHU, on a plusieurs dispositifs, en fait. Alors, d'abord, dire que quand un jeune a un problème de santé mentale, le médecin traitant peut être une très bonne réponse. Souvent, ces jeunes, on espère qu'ils ont un médecin traitant ou un pédiatre. Jusqu'à 15-16 ans, ils peuvent avoir un pédiatre. Alors, certes, tout le monde n'a pas un médecin traitant, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un pédiatre, mais je pense que c'est le premier recours, il est là quand même, hein. Après, vous avez la maison des adolescents qui fait 12 et 21 ans, donc Madame Gawa va en parler. Et puis après, quand on est sur des soins, on va dire, nécessaires pour des pathologies plus sévères, eh bien effectivement, en général, c'est l'hôpital, parce que nous, on a la particularité sur le bassin stéphanois d'avoir très peu de pédopsychiatres en libéral, hein. Donc on n'est pas à Lyon, c'est très différent. Donc les soins, c'est sur le CHU. Donc on a une consultation pour les jusqu'à 13 ans, on a une consultation pour les 13-18 ans. Et puis on a aussi une consultation de crise pour ceux qui commencent à avoir des idées suicidaires et pour qu'ils soient vus très rapidement pour réagir. Et puis après, on a aussi le service d'urgence pédiatrique ou le service d'urgence tout court, donc s'ils ont plus de 15 ans, pour ceux qui sont... vraiment, si on n'arrive pas à avoir de consultation et qu'on est vraiment inquiet, qu'il y a des idées suicidaires qui apparaissent, il faut qu'on les voit, ces jeunes. Hein, on ne laisse pas des jeunes avec des idées suicidaires comme ça. Il faut consulter, il faut que les parents nous les amènent. D'accord. Donc, vous parliez tout à l'heure des maisons des adolescents. Donc, le département compte 2 maisons où des jeunes âgés de 11 à 21 ans, je crois, peuvent venir seuls ou accompagnés d'amis, de parents, avec ou sans rendez-vous, donc trouver une écoute. Donc, ces maisons sont financées par l'ARS. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nous avons sur le département 2 dispositifs de type maison des adolescents, une sur le nord du département à Roanne et une sur Saint-Étienne qui est portée par le CHU justement. Celle de Roanne est portée par l'association Rimbaud. Donc ces dispositifs, les maisons des adolescents ont été créés au début des années 2000 pour proposer aux jeunes et à leurs familles et aussi aux professionnels qui entourent les jeunes un lieu d'écoute. Un lieu où effectivement les personnes peuvent se présenter de manière spontanée et puis donc d'abord une écoute pour évaluer le besoin des personnes et puis ensuite éventuellement proposer un accompagnement. Donc ces dispositifs ont aussi l'intérêt de travailler en réseau avec tous les acteurs qui gravitent autour de la jeunesse pour essayer d'apporter une réponse qui soit la plus adaptée aux problématiques que rencontrent ces jeunes ou leurs parents ou encore les professionnels qui travaillent auprès d'eux. Depuis combien de temps elles existent, ces maisons? Je dirais 2005-2006, hein, c'est une vingtaine d'années. Vous savez à peu près combien de passages par an? Alors, les passages augmentent assez régulièrement. Il me semble de mémoire qu'on en est autour de 600 passages par an au niveau de celle qui est portée par le CHU. Celle de Roanne est plus petitement dimensionnée, donc on a une file active un peu moindre, mais c'est aussi des files actives qui restent très importantes. Donc les accompagnements qui sont proposés sont des accompagnements pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on y trouve différents types de professionnels, des professionnels paramédicaux, infirmiers, du temps de psychologue, mais aussi des temps de professionnels éducatifs, du type éducateur spécialisé. Celle du CHU est un petit peu plus étoffée au niveau de l'équipe, mais voilà, globalement, ce sont des accompagnements pluridisciplinaires. À côté de ces maisons des adolescents, donc nous avons d'autres dispositifs qui s'adressent aux jeunes et pour répondre à leurs problématiques. Il y a notamment les points d'accueil écoute jeunes, qui sont des dispositifs assez proches des maisons des adolescents, si ce n'est que les maisons des adolescents ont une orientation plutôt santé, même si ce ne sont pas des lieux de soins, ce sont plutôt des lieux de prévention et de promotion de la santé. Et alors que les PAEJ, donc les points d'accueil écoute jeunes, ont une orientation plutôt, on va dire, éducative. À l'origine, ce dispositif a été créé pour accompagner les parents, soutenir les parents, écouter les jeunes aussi.
Mais finalement, ce sont deux dispositifs qui sont très complémentaires et donc qui ont intérêt à travailler ensemble, en fait, à se rapprocher pour vraiment se coordonner dans le parcours de ces jeunes. D'autres dispositifs aussi du type d'écoute dans les missions locales, hein, puisqu'on est sur des jeunes voilà, de 12 à 25, 21, voire 25, voire 30 ans. Dans les missions locales, il y a des jeunes hein, qui ont des difficultés justement en lien avec leurs problématiques d'insertion socio-professionnelle, puisque effectivement dans les indicateurs de la santé mentale, les indicateurs, comme le disait le professeur Massoub tout à l'heure, ils sont de divers niveaux, hein, mais la question, les caractéristiques socio-économiques ont un impact très fort sur la santé mentale des personnes. Nous avons tous une santé mentale, mais il y a différents déterminants qui vont venir impacter et faire qu'on va avoir une santé mentale plutôt positive ou en tout cas en dégradation. Et donc, les questions de l'insertion socio-professionnelle sont un déterminant assez important au niveau de la santé mentale. Donc, les missions locales proposent des temps, en tout cas l'ARS finance des temps de psychologues pour pouvoir justement apporter une première réponse à des jeunes qui sont repérés en difficulté et puis éventuellement les orienter. D'autres dispositifs, donc on a parlé des maisons d'adolescents, et puis voilà, un autre dispositif qu'on appelle ambassadeur en santé mentale, qui est porté, en fait, qui propose une approche par les pairs, qui propose des actions de pair à pair, c'est-à-dire les jeunes auprès des jeunes, par les jeunes. Donc c'est un dispositif qui est porté par l'Institut Jean Bergeret, en collaboration avec Unicité, cet organisme qui porte le dispositif des... comment on appelle ça, le service civique, voilà, excusez-moi. Le service civique. Donc, parmi les candidats au service civique, certains jeunes peuvent postuler, hein, se porter candidat pour aller s'occuper des jeunes, enfin aller vers les jeunes qui présenteraient susceptibles de présenter des difficultés. Et donc ces jeunes sont formés, hein, bénéficient d'un temps de formation et vont aller vers les jeunes dans des structures où potentiellement qui accompagneraient des personnes en difficulté. Alors des structures du type ça peut être des gens de la PJJ, ça peut être du milieu étudiant aussi, hein, parce qu'on a beaucoup d'étudiants en difficulté. Hein, parmi tous ceux que vous avez cités, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, dans diverses structures de jeunesse, d'accueil de la jeunesse, justement pour, voilà, dans cette approche de pair, en fait, pair à pair. Justement, professeur Massoub, quel est le profil de ces jeunes qui vont mal? Est-ce qu'on a un profil type? Profil type. Est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons? Est-ce que... il n'y a pas de profil type, mais les filles ont plutôt tendance à se faire du mal. Et les garçons, quand ils vont mal, ils ont plutôt tendance à avoir des troubles du comportement plutôt hétéro-agressifs. Enfin, mais il n'y a pas vraiment de profil type. Après, nous, au niveau des, on va dire, des maladies psychiatriques, la psychiatrie, c'est pas... la santé mentale égale pas psychiatrie. Hein, mais oui. Quand il y a un problème de santé mentale... psychiatrique, on va retrouver surtout des troubles anxieux, la dépression, et après les troubles du comportement alimentaire, et puis des addictions qui viennent souvent se greffer sur la dépression. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de profil type. Hein. Je pense qu'on voit un peu de tout. Enfin, je pense que personne n'est à l'abri, en fait. Hein. Et comment se fait-il que là, les jeunes ne soient pas remis du Covid? Maintenant, on n'entend plus parler. Ça a été vraiment un gros traumatisme pour eux. Je pense qu'ils se sont retrouvés déjà enfermés, hein, c'est-à-dire qu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est le moment où on a envie d'aller voir un petit peu ailleurs. Et là, ils se sont retrouvés pour un certain nombre avec leurs parents dans le même local. Alors, ceux qui avaient la chance d'habiter à la campagne, c'était peut-être plus simple, mais je pense que, ils nous racontent bien que la cohabitation avec les parents pendant ces 2 mois là en 2020, puis les autres confinements derrière, etc., ça les a beaucoup bridés dans ce qu'ils pouvaient faire. Et certains ont plus de fragilité que d'autres, hein, pour différentes raisons, mais on a vraiment vu une cassure qu'on n'imaginait pas au moment où le premier confinement est arrivé, en fait. Honnêtement, on a vu ça petit à petit. Ouais. Oui, et vous le constatez encore aujourd'hui? Oui, on en a encore les conséquences aujourd'hui. Oui, et j'ai encore vu cette semaine une jeune femme anorexique là, qui doit avoir une vingtaine d'années, et en fait, ça a commencé pendant les confinements, en fait. Et ça continue, en fait. Ouais. D'accord.
Frédéric Font, vous n'êtes pas donc professionnel de santé. Vous dispensez quelque chose qui est assez original. Alors, on connaissait les initiations aux gestes premiers secours pour réaliser un malaise cardiaque, pour stopper une hémorragie. Mais là, ce sont des formations aux premiers secours en santé mentale. Parce qu'aider quelqu'un qui ne va pas bien, ben ça s'apprend. Et donc, vous dispensez des formations. Alors, depuis combien de temps ont-elles été développées en France? Puisque je crois qu'elles viennent d'Australie. Hein. Oui, c'est ça. C'est une formation de 2 jours qui vient d'Australie dans les années 2000 et qui s'est étendue dans différents pays à travers le monde, une trentaine aujourd'hui. Et environ 6 millions de secouristes ont été formés dans le monde à ce jour. Et PSSM, donc premier secours en santé mentale, est arrivé en France en 2019. Et depuis maintenant 4 ans, il y a eu le Covid qui a un peu ralenti tout ça. Mais pendant ces 4 à 5 années, là, 100 000 personnes ont été formées. Et l'objectif de PSSM France, donc l'association qui gère cette formation-là, est de former 750 000 personnes d'ici 2030. Donc c'est un objectif vraiment très ambitieux. Voilà, il reste 650 000 personnes à former dans les 5 ans. Donc voilà, c'est une formation qui est assez peu connue encore, mais qui se développe fortement, qui s'adresse vraiment à tout le monde, puisque c'est une formation citoyenne. Le seul prérequis, c'est d'avoir 18 ans. Et d'avoir envie d'aider. Voilà. Et donc, en quoi ça consiste? Finalement, ça s'adresse beaucoup aux parents, aux grands-parents, aux éducateurs, aux accompagnants. Pourquoi? Parce qu'une grande majorité des troubles psychiques apparaissent dans la tranche 15-25 ans. Et donc, c'est là où il faut être vigilant auprès de ces gamins, là, de ces enfants, de ces jeunes adultes, puisqu'en fait, c'est là qu'apparaissent les signes dépressifs, anxieux, voire psychotiques parfois. Et puis les consommations de substances qui sont aussi des troubles de santé mentale aujourd'hui. Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous apprenez? Comment parle-t-on à un proche qui va pas bien? Alors comment on fait? Déjà on vérifie qu'on est en bonne santé nous-mêmes pour intervenir et pour aider. C'est important. Comment vous vérifiez ça alors? C'est important de savoir qu'on est en bonne énergie pour le faire, qu'on a du temps. Parce qu'il ne s'agit pas de consacrer 10 minutes à une personne qui ne va pas bien, mais avoir du temps devant soi. Et puis apprendre à pratiquer une écoute qui soit une écoute active, apprendre à reformuler, apprendre à poser des questions, à s'intéresser à l'autre, à essayer de ne pas avoir de jugement. Et ça, c'est compliqué, ça s'apprend. Voilà, dans cette formation, on aborde ça. Donc, comment on écoute? Comment on fait pour réconforter quelqu'un qui ne va pas bien? Comment on fait pour l'informer de ce qui existe autour, en local là. Il y a beaucoup de choses qui existent. Comment on fait pour l'encourager, surtout, à aller voir des professionnels? Parce qu'en fait, c'est ça, l'idée du secouriste, c'est d'être le maillon, peut-être qui manque, entre ces personnes qui s'isolent, qui ont honte, peut-être, parce que la santé mentale, c'est un tabou, hein, et qui s'isolent et qui, du coup, ne vont pas aller vers le soin. Donc l'objectif du secouriste, c'est vraiment très humble. Hein. C'est je vous emmène vers le soin, je vous encourage à aller voir un médecin. Voilà, c'est ça vraiment l'objectif du secouriste de premier secours en santé mentale. Parce que là, donc, ce sont des formations pour les parents, les grands-parents. Et vous, au CHU, comment vous aidez aussi les parents qui, j'imagine, sont complètement désemparés face aux maladies de leurs enfants? Comment vous les aidez les parents, dans les soins pédopsychiatriques, les parents sont reçus aussi. Hein. C'est pas un adolescent tout seul, qui arrive en soins. À partir du moment où le jeune il est mineur, on voit systématiquement les parents. Alors, pas forcément à chaque consultation, ça dépend où on en est du soin, mais forcément, on est obligé de travailler avec les parents. De toute façon, les jeunes sont dans leur milieu familial, donc on a besoin aussi de savoir la qualité de l'environnement aussi. Hein. S'il y a des conflits dans la famille, il faut qu'on les traite aussi, parce que autrement, on va jamais soigner ce jeune. Peut-être ce qu'il faut que je dise quand même, on n'a pas parlé des psychologues. Je vois qu'il y en a dans la salle. Et c'est aussi souvent une bonne façon d'arriver aux soins. Il n'y a pas toujours besoin de psychiatre. On peut peut-être dire la différence.
Alors, Expliquez la les différence entre les psychologues ne ouais. peuvent pas prescrire de médicaments. Mais un adolescent qui est déprimé, qui n'a pas vraiment d'idées suicidaires, mais qui est déprimé quand même, n'a pas forcément besoin de médicaments. En revanche, un travail de psychothérapie avec une psychologue, ça peut tout à fait aider. Et l'intérêt, c'est que nos collègues psychologues, quand elles sentent qu'il y a vraiment besoin d'un traitement, ils vont nous les adresser. En fait, on travaille en partenariat. Et si c'est pas à nous psychiatres, ça va être aux médecins généralistes. Donc, et souvent, les adolescents, ils sont plus enclins à aller voir des psychologues que nous, les psychiatres, qui avons une image un peu de soigner des fous, entre guillemets. Voilà. Ce qui n'est pas vrai en plus, hein, parce que la majorité des maladies qu'on soigne en psychiatrie en France, c'est d'abord la dépression, hein, et les troubles anxieux. Ouais. Et là, quelle est la relation entre les ambassadeurs par exemple, de santé mentale et le CHU? Est-ce qu'il y a des ponts qui sont établis? Est-ce que vous travaillez ensemble? On travaille ensemble, oui. Avec... Pas sur les ambassadeurs. Non, pas sur les ambassadeurs en santé mentale. Hein. C'est un dispositif de prévention. C'est vraiment d'aller encourager, d'aller vers les jeunes. L'idée, c'est ça, c'est d'aller vers, parce qu'il faut déjà arriver à repérer ces jeunes. Ces jeunes ne sont pas en demande de soins lorsqu'ils sont en difficulté. Hein. C'est d'où la difficulté, d'où l'idée d'agir, de l'action par les pairs, de pair à pair. L'idée, c'est vraiment de rapprocher des jeunes, de parler pour pouvoir échanger sur ces questions de santé mentale et ensuite provoquer un déclic. L'intervenant jeune, il n'a pas un lieu d'amener vers le soin. Il a plutôt son rôle, c'est vraiment de sensibiliser le jeune, son père, hein, enfin voilà, sur ces problématiques de santé mentale et ensuite de déclencher quelque chose chez lui. Mais c'est pas un dispositif de soin, c'est vraiment un dispositif de prévention. C'est vraiment l'idée d'aller chercher les jeunes. Et vous, Frédéric Font, vous le sentez aussi ce mal-être chez les jeunes aujourd'hui par rapport à il y a quelques années? Oui. Enfin, on entend beaucoup parler d'idées suicidaires essentiellement. Et c'est vrai que pour revenir à la formation, il y a une mise en situation pendant les 2 jours qui consiste à comment on fait face à quelqu'un qui a des idées suicidaires. Quels mots on emploie, quelle attitude on a, quelle posture on a pour aider cette personne. Et bien, de façon contre-intuitive, en fait, on va poser la question. On va poser la question, est-ce que tu as déjà eu envie de te suicider? Est-ce que tu as déjà eu des idées suicidaires? Et peut-être que c'est pas si évident que ça. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'assez marquant dans cette formation, qui est cette mise en situation autour des idées suicidaires et comment on procède pour y faire face. Vous en dispensez à quel rythme, ces formations? Alors, ces formations, elles sont... Alors, moi, je fais ça à mon domicile, mais ça, c'est un choix, parce que c'est en petit comité, à la campagne, etc., près de Rive-de-Gier, mais c'est dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations. En fait, partout où il y a une demande, les entreprises, par exemple, essaient de lutter contre les risques psychosociaux, et donc vont former leurs collaborateurs autour de la santé mentale pour prendre soin de leurs collègues. Voilà. Puis dans les familles, les particuliers viennent plutôt de façon individuelle se former pour aider leurs petits-fils, leurs frères, leurs proches, leurs voisins. Et voilà, c'est bien souvent ce qu'on me dit, c'est j'aurais vraiment envie d'aider parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance autour de moi, mais je sais pas comment faire. Et comme je sais pas comment faire et j'ai peur de mal faire, et ben je fais rien. Et donc, venir finalement se former pendant ces 2 jours, ça donne de la confiance. Il y a un mode d'action, un plan d'action qui permet de dire, allez, j'y vais, quoi. J'y vais et je peux être acteur de la prévention. Oui. C'est peut-être le moment de parler du 31-14. Donc, je fais toujours un petit sondage quand j'ai un public. Qui connaît le numéro 31-14 dans la salle? En ceux de psychiatrie, j'espère. Voilà. Donc, en fait, pas beaucoup. En fait, ce numéro a été ouvert en 1er octobre 2021. Donc, c'est un numéro national qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc, à Saint-Étienne, donc j'ai ouvert le numéro pour l'Auvergne, l'Ardèche et la Loire. Donc c'est au SAMU. Donc ça veut dire que les personnes qui seront formées
aux premiers secours en santé mentale, qui sont en difficulté avec quelqu'un qui va mal. Ces personnes peuvent appeler au 3114 et au bout du fil, il y a des infirmières qui viennent de la psychiatrie, qui sont des gens très bien formés. Il y a des psychiatres en deuxième ligne. Et donc le standard de Saint-Étienne, c'est jusqu'à 21h. Et à 21h, on bascule sur Montpellier qui est ouvert toute la nuit. Mais je pense que c'est un numéro très utile pour tout le monde. C'est-à-dire on a des ados qui nous appellent, on a des parents, on a aussi des gens qui sont dans l'entourage de quelqu'un qui va mal. Et donc ça nous permet, donc c'est à peu près, enfin j'ai regardé, c'est une demi-heure à peu près au téléphone, il nous faut à peu près une demi-heure pour évaluer la situation. On peut parler avec le professionnel de santé. Une aide à domicile, par exemple, peut nous appeler. Et après, on essaye d'avoir la personne qui est là aussi, patiente ou future patiente, pour évaluer. Et après, on voit qu'est-ce qu'il faut faire, de quels soins elle a besoin. Certains ont besoin juste de nous parler, d'autres ont besoin d'aller aux urgences. Comment par eux-mêmes, par le SAMU, enfin ça dépend. D'autres ont besoin de consultations en semi-urgence, etc. Et je pense que ce numéro, il est vraiment utile pour tout le monde. J'en parle parce que je vois que il est gratuit et je pense que ça rend des services à tout le monde en fait. On va peut-être passer à quelques questions. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et à mon avis, il y a plein de questions. Madame Besset veut parler. Psychologue. Mais on est bien collègues avec Catherine. Oui, Madame Besset, psychologue, criminologue et expert judiciaire. Et moi, j'aurais souhaité revenir sur un paramètre qui me semble absolument essentiel à observer dans les facteurs de basculement chez les jeunes, dans les problèmes de santé mentale. Ce sont les violences à caractère sexuel. Alors, en tant qu'expert judiciaire, bien, effectivement, on est de plus en plus sollicité par les parquets sur ce qui se passe sur les réseaux, c'est-à-dire d'abord le harcèlement, oui, mais pas seulement, une sexualité qui est peu élaborée, mais qui s'exprime de façon assez violente entre eux. Et sur les expertises qu'on a, on a énormément de passages à l'acte de tentatives de suicide chez des jeunes qui ont subi des violences à caractère sexuel. Énormément. Et quand nous expertisons des adultes et que nous faisons l'anamnèse, on a également des adultes qui se retrouvent en grande difficulté de dépression, de troubles chroniques, qui, eux, ont été aussi victimes de ce type de violence. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important à surveiller. Il se passe aussi que dans les violences intrafamiliales, parce qu'on a aussi au parquet de Saint-Étienne un pôle qui est dédié aux vifs, aux violences intrafamiliales, qui sont traitées en priorité maintenant à cause de tous les féminicides. Mais il ne faut pas oublier que les enfants témoins de violences entre les parents sont également des enfants extrêmement à risque. Voilà. Je ne parlerai pas du Parcoursup qui est caractérisé comme anxiogène pour les jeunes. Je laisse la parole. C'est un facteur de risque ? Ah, pour moi, c'est un facteur de risque. C'est super anxiogène. Hein. Le Parcoursup, c'est de la folie. Hein. D'autres questions peut-être, madame? Julie Terraforial, Institut Plainvent Les Jeunes Sourds à Saint-Étienne. J'avais une question par rapport au 3114. Est-il accessible aux personnes en situation de handicap auditif ou dyslexique? Alors, on est en train de travailler avec le pôle national du 3114 justement pour qu'on ait quelques centres en France qui puissent être accessibles pour ce type de public. Je me suis positionnée avec Madame Jouder, qui est psychologue à l'unité pour sourds là au CHU. On aimerait bien avoir un des centres, mais c'est en ce moment c'est en pourparlers en fait. Voilà. On a essayé de mettre en avant le fait qu'on avait tout un réseau quand même sur le bassin stéphanois pour ce type de population. Et bon, voilà, on a dit, nous, on aimerait bien y aller, mais pour l'instant, c'est au niveau national que ça se passe, mais on a posé notre candidature. Monsieur, une question ici. Bonjour.
Excusez-moi, le 31-14, c'est que pour les enfants ou c'est aussi pour les adultes? Non, c'est pour de 0. Alors, à 0, ils nous appellent pas, mais c'est jusqu'à 99 ans. Hein. C'est vraiment pour tout le monde. Alors, on a pas mal d'ados qui appellent, c'est plutôt des ados, et puis bien sûr plein d'adultes. Et de temps en temps, on a des plus petits qui appellent aussi. Donc, on a surtout entre 13-14 ans et puis après jusqu'à 99 ans. Non, c'est pour tout le monde. Et donc, professionnels de santé, citoyens lambda, parents, patients de psychiatrie ou futurs patients. Voilà, l'intitulé, c'est souffrance psychique, prévention du suicide. Donc je pense que c'est quand même très large et qu'il faut vraiment pas hésiter. Il faut vraiment pas hésiter à téléphoner si nécessaire. On peut appeler pour quelqu'un? Bien sûr. Alors après, si la personne elle est à côté, nous on va toujours essayer de lui parler après à la personne si elle est à côté. Mais si elle est pas là, on va parler avec la personne pour savoir quel est le problème. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer, etc. Oui, oui. Ouais. Merci. Moi, j'ai une question éventuellement. Ça concerne du coup la santé mentale. Ça peut être, ça peut provoquer des déprimes, des dépressions chez les jeunes notamment. C'est quelque chose qui est en train de se développer. C'est l'éco-anxiété. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites face? Oui, on voit, oui, c'est une éco-anxiété, mais nous, voilà, vous avez bien compris qu'il y avait des niveaux de soins différents. Donc, nous, quand on voit des jeunes avec de l'éco-anxiété, on en est souvent à ce stade de la dépression où le discours, c'est la planète est foutue, on n'y arrivera pas. Je veux pas d'enfants parce que de toute façon il n'y aura plus rien à leur donner à manger, etc. Mais nous, ce qu'on voit, on est déjà dans un état dépressif sévère en fait. Hein. D'autres questions peut-être, madame? Vous parliez tout à l'heure que justement il y avait assez peu de pédopsychiatres. Voilà, parce qu'effectivement, plus en formation, beaucoup de retraites, plus assez ou pas assez. Globalement, quelles sont les perspectives dans les années à venir sur le développement justement de l'offre de soins en termes de santé mentale, dans le sens où effectivement c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a pris en compte, vous le disiez tout à l'heure, depuis le confinement, mais qui là de manière très très taboue. Mais voilà, est-ce que avec le développement de tout ça, la prise de conscience de toutes ces problématiques de santé mentale, est-ce qu'il y a quelque chose qui se développe? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que depuis 10-15 ans, nos tutelles ont compris qu'il fallait augmenter le nombre de médecins à former. Vous avez peut-être remarqué qu'il ne manque pas que des psychiatres, hein, il manque des ophtalmos, des dermatos, on peut faire toute une liste. Donc, on n'a jamais formé autant de médecins. Nous, à Saint-Étienne, en fin de première année, le plus bas, ça a été 59. Maintenant, on est à 224. Donc, vous voyez, on a quand même multiplié par plus de 4 le nombre de médecins qu'on forme à Saint-Étienne. Donc, ça, c'est la première chose, sauf qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Et la deuxième chose, c'est qu'on prend modèle sur les pays d'Amérique du Nord. Et on ne fait plus tout faire par les médecins non plus. C'est-à-dire que on a des infirmiers qui font beaucoup plus. On a des infirmiers en pratique avancée aussi qui font des Master 2 et qui peuvent prescrire. Nous, on prescrit une première fois, eux, ils peuvent prescrire après nous. Bientôt, je pense qu'ils pourront faire la primo-prescription. On a les psychologues. Pour ça, on en a quand même pas mal sur Saint-Étienne maintenant, etc. Voilà, on a... on essaie de développer aussi, pas tout médicaliser non plus. Et que, quand des situations, par exemple, pour la périnatalité, c'est les mamans enceintes qui ont des enfants jusqu'à 2 ans, à peu près, voilà. On a l'association Naître et Bien-être qui voit ces mamans qui sont déprimées, mais Naître et Bien-être travaille avec des psychologues. Et Naître et Bien-être nous envoie des jeunes mamans quand elles sont suicidaires, voilà. Donc là, c'est pour le CHU, vous voyez. Moi, je suis très attachée au niveau de soins, c'est-à-dire tout le monde n'a pas besoin d'un pédopsychiatre, tout le monde a, voilà, etc. Et puis s'il n'y a pas de psychologue là où vous habitez, parce que vous êtes en race campagne, peut-être qu'il y a un médecin traitant. Hein.
c'est qu'effectivement, il y a un coût aussi entre la différence aussi entre la psychiatrie et la psychologie, c'est effectivement la question du coût financier. Alors, les psychologues, certes, il y a un coût, et puis autrement, il y a c'est Parcours Psy, c'est ça, où il y a 8 séances qui sont prises en charge, alors, que 8, mais c'est mieux que rien. Et après, à l'hôpital, on a aussi des psychologues en psychiatrie. Alors certes, il faut attendre un peu, mais moi, par exemple, quand j'ai un patient, un jeune qui a besoin d'un psychologue, quand je vois que les parents travaillent tous les deux et que les parents sont capables de payer un psychologue à l'extérieur, j'essaye de pas rajouter un patient sur l'hôpital et j'essaye de garder ces jeunes patients dont les parents n'ont pas assez d'argent parce que pour le coup, dans ce cas-là, ils n'ont pas du tout d'argent avancé, ils ont juste leur carte vitale à produire, vous voyez. Moi, j'essaye de faire comme ça. Et on a quand même un certain nombre de gens qui peuvent aller à l'extérieur. Donc, Naître et Bien-être, oui. Il y a la mission locale, etc. On arrive toujours à trouver, en fonction du niveau socio-économique de la famille, on arrive toujours à trouver quelque chose. Oui. Je voudrais compléter aussi sur le fait, vous l'avez dit, alors la santé mentale, on a des représentations qui sont pas très positives, qui perdurent encore, qui ont la vie dure, mais je crois que le Covid présente au moins un intérêt, c'est que finalement on s'intéresse à la question et on arrive à déstigmatiser. Enfin, on arrive à parler de la santé mentale. Et puis, les politiques publiques, là, comme vient de le dire professeur Massoubre, l'idée aussi, c'est de sortir de la médicalisation de la question de la santé mentale. La santé mentale, c'est d'abord une ressource. Nous avons tous une santé mentale. Donc, c'est une ressource dont nous disposons dès la naissance. Et l'enjeu aujourd'hui, dont les politiques publiques se saisissent, c'est de prendre soin de cette ressource. Et donc, nous travaillons sur du long terme. Il y a la question des médicales, bien sûr, mais il y a aussi accompagner tout un chacun à prendre soin de cette ressource. Et donc, il y a des choses qui se travaillent sur le long terme. On est sur de la promotion de la santé mentale. Donc, d'une part, sur la maternité, notamment, il y a une démarche, la démarche des 1000 premiers jours, qui justement implique cette question de la santé mentale de la personne adulte depuis l'état, dans l'utérus, le fœtus au 4e mois de grossesse, avec des entretiens prénataux précoces qui visent justement à repérer des difficultés que pourraient avoir les parents et qui pourraient impacter la vie du jeune, d'abord de l'enfant, du jeune et ensuite de l'adulte tout au long de sa vie. Donc là, bien sûr, l'impact, il se mesurera sur le long terme. Mais en tout cas, c'est déjà un dispositif de prévention et de promotion qui est très important. Ensuite, il y a d'autres démarches aussi. Il y a la question de des compétences psychosociales. Ce sont ces compétences que nous avons tous plus ou moins développées et qui sont d'ordre cognitive, sociale, affective et qui, lorsqu'elles sont bien développées depuis la plus tendre enfance, vont nous permettre à tout un chacun de faire face aux aléas de la vie, de prendre des décisions, d'être capable de prendre des décisions. On évoquait tout à l'heure les addictions, mais par exemple de prévenir l'entrée dans les premières entrées dans les addictions, celles qui se font au collège sous la pression du groupe et qui vont avoir ensuite un impact. Alors même si les addictions effectivement sont d'abord une question plus une conséquence plutôt qu'une cause, mais néanmoins on a des jeunes qui entrent dans les addictions parce qu'un jour ne serait-ce que le tabac, mais ensuite c'est le cannabis et puis d'autres choses après. Donc ces compétences psychosociales, lorsqu'elles sont développées dès la plus jeune enfance, nous permettent d'anticiper ces questions-là et faire face à la vie en fait. Et donc ça, ce sont des orientations qu'ont pris les politiques publiques et sur lesquelles nous travaillons et qui sont traduites dans le schéma régional de santé. Question tout au fond, j'arrive. Toujours l'activité physique, on a dit. Vas-y. Bonjour. Alors en fait, nous, on est étudiants de la faculté de médecine et on fait partie d'un dispositif qui s'appelle Sentinelle et Référent. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une formation qui permet de déceler le harcèlement en première ligne. Là, du coup, nous, notamment chez les étudiants en médecine, et on veut essayer de développer ce dispositif en fait aux kinés et aux infirmiers. Et ma question, du coup, c'est est-ce que ce serait pas pertinent d'essayer aussi de développer dans les écoles, par exemple, ou dans un domaine plus professionnel, à un public plus large. Alors, je sais que c'est tout récent et que ça vient à peine de naître,
mais est-ce que ça pourrait être intéressant d'essayer de développer ça dans d'autres domaines que la santé, en fait? J'ai envie de dire bien entendu. Bien entendu, ouais. Aujourd'hui, dans le programme PSSM, par exemple, on ne parle pas de harcèlement, malheureusement. Maintenant, c'est un programme qui est remis à jour très régulièrement, et donc peut-être apparaîtra ce sujet du harcèlement, parce que effectivement, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Le temps nous est compté, je crois que c'est terminé. Une dernière ? Je ne sais pas qui choisir, c'est terrible. Je suis désolé. Je vais au plus proche. Hein. D'accord. Bonjour, moi je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse et j'avais une question sur... en fait, nous on voit quand même un phénomène qui se développe, notamment la prostitution chez les mineurs, qui est voilà, un phénomène de plus en plus important. Et ma question, c'était comment dans la prise en charge au niveau peut-être... est-ce que vous voyez déjà, vous, ce phénomène au niveau des appels sur les numéros ou dans les prises en charge médicales, et comment... c'est quand même assez... On en parle de plus en plus, mais c'est quand même assez, on va dire, récent, en tout cas, dans les prises en charge. Quelle réponse vous pouvez apporter aussi sur cette problématique-là avec nos jeunes? Les jeunes qui consultent, ils ne consultent pas parce qu'ils se prostituent. Hein. En fait, ils vont arriver parce qu'ils ont fait une tentative de suicide ou ils ont des idées suicidaires ou à un moment donné, ils ne sortent plus de leur lit, etc. Et au décours des soins, on se rend compte qu'effectivement, il y a de la prostitution. Alors, heureusement, ce n'est pas chez tous les jeunes, mais effectivement, ça fait aussi partie de ce qu'on découvre au fur et à mesure qu'on fait connaissance avec le jeune. Hein. Oui, bien sûr. Hein, oui. Madame Besset dit qu'il y a le dispositif de la GAZEF qui vient de se mettre en place pour la prostitution. Ouais. Ouais. C'est aussi un phénomène qui est pris en compte par les politiques publiques de manière générale. L'ARS est associée, notamment à travers la question de l'éducation à la santé sexuelle, initier le plus tôt possible les jeunes sur leur rapport au corps, sur comment construire leur sexualité, parce que malheureusement c'est un phénomène qui touche tous les milieux. C'est l'argent facile, les étudiantes, voilà. Parfois c'est pour vivre, mais parfois c'est juste pour avoir les dernières baskets à la mode de grande marque ou le joli sac de grande marque. Voilà, donc c'est vraiment un phénomène qui est pris en compte. Il y a effectivement le dispositif de la GAZEF et puis tout voilà. Ouais. Et et c'est un phénomène effectivement de grande ampleur. Donc tout se joue aussi sur la formation des professionnels, de ces professionnels qui interviennent auprès des jeunes, comment arriver à repérer le phénomène et puis éduquer ces jeunes le plus tôt possible sur les questions de la sexualité. Merci beaucoup. Merci.